Le numérique renouvelle-t-il la création artistique? À l'image de Liès Amadouche actuellement exposé au Collège des Bernardins, de nombreux artistes recourent au numérique dans leur travail. Alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il existe un art numérique à part entière ou l'art est-il simplement réceptif au numérique, au même titre d'ailleurs que l'ensemble de la société? Le numérique inaugure-t-il de nouveaux courants artistiques ou est-il simplement un outil moderne de création, un nouveau médium? Que change l'apparition de ces technologies numériques dans les moyens de production, de diffusion, de reproduction et de conservation des œuvres d'art? Et enfin, une œuvre d'art peut-elle prétendre à l'immortalité et entrer au sens propre comme au sens figuré dans le panthéon de l'histoire de l'art? Alors ça fait beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre avec nos 4 invités. Honneur aux femmes, on conseille avec vous, Françoise Parfait, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur des universités en arts et médias à Paris 1. Vous êtes responsable également du master recherche art et médias numériques. Et vous avez un parcours en art plastique également. Vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Suspended Spaces. Et dans plusieurs articles, vous avez mené toute une réflexion sur l'art et le temps. Et vous avez un autre sujet de prédilection, c'est la vidéo, puisque vous avez écrit un livre sur ce sujet, Vidéo, un art contemporain, qui a été publié en 2011. Alors, autour de cette table, nous accueillons également Jacques-François Marchandise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, directeur de la recherche et de la prospective de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et vous êtes aussi co-directeur de la chaire des Bernardins qui s'intitule L'humain au défi du numérique. Et précisément, vous vous intéressez à la question des humanités à l'ère du numérique. Gaël Charbot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition indépendant. Vous avez fondé en 2003 le journal Particule, qui est un bimestriel gratuit sur l'art contemporain, qui a été édité jusqu'en 2010. Et vous êtes à l'origine de plein d'expositions, que ce soit au Palais de Tokyo ou au Bernardin. Vous aviez déjà exposé il y a 2 ans, organisé l'exposition L'Art de vie, c'est ça? Voilà. Et aujourd'hui, cette exposition que j'évoquais à l'instant, vous avez choisi d'accorder votre confiance à un jeune artiste qui s'appelle Liès Amadouche. Bonsoir Liès, qui est avec nous ce soir. Vous, Liès, vous êtes diplômé des arts décoratifs de Paris en 2013. Aujourd'hui, vous êtes en doctorat d'art appliqué. Et vos créations sont vraiment des vecteurs visant à étirer la fonction la fonction ponctuelle et fuyante du temps. Et pour le Collège des Bernardins, vous avez conçu une installation que vous avez mis au total 6 mois à concevoir et que j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs à aller voir, une exposition en lien avec les rapports de l'homme et du numérique. On va en reparler dans quelques minutes. Mais pour commencer, peut-être on va poser un peu les termes de ce débat parce que c'est compliqué la question du numérique. C'est vrai qu'à la fois il est présent dans toutes les dimensions de notre vie, tablette, smartphone, système Wi-Fi, fichier audio, le numérique est partout à tel point qu'on ne réalise même plus. Et en toute logique, l'art s'en est emparé du numérique. Alors comment et pourquoi? Comme un outil pour la création, pour en développer les potentialités, ou bien l'art se fait-il un champ du numérique? Gaël Charbot, est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition qui est actuellement à l'honneur au Collège des Bernardins et dont, je le disais, vous êtes le commissaire? Alors la présenter, c'est pas un exercice facile parce que c'est une exposition qui est dont il est vraiment nécessaire de la vivre de l'intérieur. Donc je peux en donner quelques éléments. J'ai effectivement invité Liès Amadouche, qui est un jeune artiste, ce qu'on appelle un artiste émergent aujourd'hui dans le vocabulaire de l'art contemporain, dans le cadre d'un plus global de la réflexion qui est menée ici au Bernardin sur justement la question du numérique et de l'humain face et vis-à-vis de ce numérique, et de cette question du numérique. Et justement, j'ai choisi Liès parce que Liès, effectivement, c'est un plasticien qui permettait d'apporter un éclairage assez complexe sur cette idée, puisqu'il n'est pas totalement bardé d'outillage numérique et ses œuvres ne sont pas forcément visiblement conçues avec du numérique, mais en revanche, ou avec des outils numériques, mais en revanche, il travaille effectivement avec beaucoup d'outils numériques, avec des procédés qui sont des choses qui sont de l'ordre de l'impression 3D, de la cartographie 3D, de tout un tas de systèmes qu'il m'a expliqué. Je n'ai pas toujours tout compris par ailleurs, mais le résultat de l'usage de ces outils, le résultat, ce sont des sculptures, en mouvement, ce sont des matériaux, je dirais entre guillemets classiques, le bois, le métal, le sable, l'eau. Donc c'est tout un usage, je dirais très synthétique. Dans l'idée, son travail est une synthèse justement entre ces matériaux très traditionnels et les outils qu'il a à disposition aujourd'hui en tant qu'artiste. Et je dirais, donc, à mon avis, il ne se pose pas forcément la question, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'une forme, c'est peut-être plus simple pour le propos artistique de l'imprimer en 3D que de la créer à la main pour X ou Y raison. Et c'est cette intégration du numérique dans le
procédé du travail artistique qui m'intéresse chez lui. Ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen qu'il a, parmi d'autres, d'arriver à ses fins artistiques. Alors justement, Liès, comment le numérique finalement infléchit la création artistique et est-ce que ça vous a donné envie de créer autrement ? Je ne sais pas vraiment si le numérique infléchit la création artistique, parce que comme le disait Gaël, c'est surtout ce que je considère comme un moyen et absolument pas une fin. D'ailleurs, même dans mon cursus, il m'est arrivé de devoir quitter une école justement parce que j'avais trop de cours de programmation et que ça m'empêchait carrément de penser quand tout ce qui m'importait, c'était des échanges sur le fond du propos artistique. Et très concrètement, ce que je peux dire pour synthétiser à ma façon la question, c'est si Léonard de Vinci avait une imprimante 3D, je pense qu'il l'utiliserait. Et je pense qu'il serait arrivé à des résultats beaucoup plus vite qu'en devant tout sculpter au bois. Et je comprends aussi la beauté de l'artisanat, la beauté du geste, la beauté du mouvement. Mais c'est clair que j'ai des outils qui sont mis à ma disposition et je préfère les utiliser parce que ça fait un gain de temps, parce que ça permet aussi un éventail de possibles qui est beaucoup plus grand. Sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a qu'une heure, mais qu'est-ce que vous avez eu envie de dire avec cette exposition et qu'est-ce que le numérique vous a permis de dire que vous n'auriez finalement pas pu dire autrement ? Pour répondre rapidement à la question, en arrivant dans la sacristie des Bernardins, moi, j'adore ces lieux qui sont hors du temps. Pour moi, les églises, les lieux religieux, les lieux où les temples qui sont baignés de spiritualité permettent de s'extraire d'un espèce de temps sociétal qui est hyper rythmé et hyper contraignant, voire aliénant. Je précise que cette exposition a été conçue pour ce lieu. Cette exposition qui s'intitule « Tout est parti d'une colonne ». Et puisque vous parlez de spiritualité, est-ce que vous avez le sentiment que ça permet de s'élever spirituellement ? Je ne sais pas si ça permet de s'élever spirituellement, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'optique, la raison pour laquelle... la fin pour laquelle j'ai créé cette installation, c'était entre autres pour mettre dans un état modifié de conscience. Et ce qu'on appelle la transcendance, ce qu'on appelle l'élévation, ce qu'on appelle tous ces états qui révèlent un peu du sublime, c'est des états qui sont aussi retrouvés dans des recherches spirituelles. Donc, moi, tout ce que j'essaye de proposer, c'est vraiment des états modifiés de conscience qui permettent au spectateur de se faire sa propre histoire, de se faire son propre propos. Évidemment, quand on a construit avec Gaël l'exposition, c'était pas dénué de propos. Et même au contraire, en arrivant dans une église où il y a des pierres qui sont taillées à la main et en mettant autant de choses qui sont technologiques, mais qui sont hyper primaires dans ce qu'elles expriment, c'est-à-dire un gong qui tape contre un gong qui tape ou un disque qui produit un son qui peut se référer en plus au vinyle et à des choses qui technologiquement sont antérieures. Je parlais justement du gap technologique, c'est-à-dire du fait que maintenant, quand on a un iPad, on a une espèce de millefeuille d'interface entre nous et la science qui a permis d'avoir l'iPad. Et tout cet espace, c'est ce qui me dérange. Et c'est ce que j'ai essayé d'extraire justement de cette expo. Alors, puisqu'on évoque ces aspects-là maintenant de spiritualité, de technologie, Jacques-François Marchandise, c'est vrai, quand on parle de numérique, quand on parle de technologie, c'est pas forcément des mots qu'on associe à spiritualité. Et ce qu'est en train de nous expliquer Liès, c'est que finalement, c'est pas du tout aussi antagonique que ça, puisque votre recherche s'appelle L'humain au défi du numérique. Et dans l'humain, il y a forcément cette dimension de spiritualité. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux et non seulement les concilier, mais faire en sorte que ce soit très harmonieux? En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantôme du numérique qui se promène comme quelque chose qu'on devrait subir et auquel on devrait se soumettre. Et que néanmoins, la recherche que fait Liès me paraît tout à fait passionnante, c'est le fait de dire ces dispositifs-là sont extrêmement variés. C'est tout un ensemble de dispositifs techniques qui vont permettre de faire des choses diamétralement opposées les unes aux autres. On va trouver des artistes numériques qui, à l'inverse de ce qu'il disait à l'instant, vont utiliser le numérique pour être connectés au temps sociétal.
pour être tout à fait en prise, en direct, avec les battements de cœur et d'activité de la planète ou de leur communauté, qui vont vivre au rythme des images, qui vont attraper les mots ou les requêtes Google au fil de l'eau, etc. C'est des formes artistiques qui vont aller puiser dans la capacité sociale. Et puis, les dispositifs numériques permettent aussi de se retirer complètement, permettent aussi d'aller dans des formes, l'acte, les programmeurs, les gens qui plongent dans le numérique, etc., sont très souvent des gens qui vont être dans des immersions très longues, dans des confrontations très, très fortes à des choses très abstraites, et qui vont, à un moment donné, aussi se poser des questions de finitude et d'infini. Par exemple, un des champs sur lesquels on tombe extrêmement vite avec le numérique, c'est le champ de la mesure et de la démesure. Une chose qui va être assez frappante en ce moment, c'est qu'on est dans un monde de données, de data, de mesures permanentes de ce qui se passe autour de nous. Certains artistes vont s'emparer de ces choses-là pour travailler sur la mesure. D'autres, au contraire, vont considérer qu'ils n'ont plus de limites. Et cette question de la limite, quand on sait à quel point dans les formes artistiques, par exemple, les dimensions des œuvres ont cadré les genres, cette question de la limite et de la relation à la taille du corps humain, à la taille du champ de vision, à l'expérience de la personne, c'est peut-être quelque chose que pendant des années on a oublié quand, par exemple, visiter une exposition avec du numérique dedans, ça voulait dire se confronter à des écrans. Moi, ce que je trouve tout à fait passionnant dans l'expérience qui est proposée par des œuvres telles que celle de Diez, c'est qu'on ne se retrouve pas confronté à de l'écran. C'est un travail qui peut complètement se passer d'écran, qui en revanche va actionner des dispositifs lumineux, va prendre appui sur le numérique pour des dispositifs matériels et des objets, et qui va donc utiliser le numérique pour des capacités tout à fait artisanales, et donc pour des pratiques. Ça va être ça qui va nous intéresser à l'arrivée, c'est comment est-ce que dans ces techniques d'aujourd'hui, comme dans les techniques qu'on connaissait dans l'Antiquité ou avant, on est dans des dispositifs qui anthropologiquement nous parlent, puisqu'ils vont être notre relation de la main, du regard avec le monde. C'est notre être au monde qui est questionné dans cette aventure. Françoise Parfait, si j'ai bien compris, vous êtes assez opposé à l'idée de labelliser pour autant cet art en une catégorie qu'on appellerait art numérique. Alors ça m'intéresse que vous nous expliquiez pourquoi d'une part, et puis que vous nous expliquiez la distinction que vous établissez entre technologie numérique et ce qu'on appelle d'un autre côté digital art. Ah oui. Alors, peut-être la première question, puisque vous m'interpellez, c'est un peu anecdotique, mais en effet, l'expression art numérique, je trouve qu'elle est assez triste d'abord. Elle ne dit pas grand-chose, elle ne donne pas tellement envie, et surtout, elle refait l'histoire, à mon avis. Mais c'est un petit peu un défaut. C'est je sais pas, art numérique, ça donne pas vraiment envie. Enfin, ça ne produit pas beaucoup d'images. Ça produit un ensemble de, je sais pas, de codes peut-être, de chiffres. Ça n'est pas, ça renvoie. Alors voilà, peut-être. Mais de toute façon, on va parler de ça puisque les artistes sont quand même. Enfin, moi, je maintiens ce terme. En revanche, essayent toujours de traduire le monde dans lequel ils sont en forme poétique. Hein. Voilà, au sens très large. Hein. C'est pas des rimes, mais c'est des questions d'images peut-être et de transcription, de traduction, d'équivalence, de correspondance entre les choses et qui permettent d'ouvrir nos champs de perceptifs, sensoriels et perceptifs, de façon à ce qu'on se retrouve un peu mieux dans le monde dans lequel on est. Donc le numérique touche toute la société. Ça n'est pas une question réservée à l'art, mais l'art s'intéresse à tout ce qui touche justement la société. Donc il est normal que, bien sûr, à différents niveaux, les artistes s'emparent du numérique. Mais ce que je voulais juste terminer par rapport à cette question d'art numérique, c'est que il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé l'art vidéo. Donc qui est né avec la télévision à la fin des années 50, et j'ai fait un petit recensement de cette histoire qui était aussi très compliquée à mettre en place parce que hybride justement, et
dans les premiers temps, quand les artistes ont ouvert le dispositif de la télévision, puisque la vidéo, c'était la télévision, c'était une nouvelle technologie qui était proposée comme un outil nouveau à expérimenter, les artistes ont exactement fait ça. Ils ont expérimenté le médium, le dispositif, et ils l'ont ouvert, dépecé, mis en scène, exposé dans les musées, proposé à l'expérimentation des spectateurs. Et puis, ils ont travaillé sur les qualités, je dirais, picturales du médium, la trame, ce qu'on a appelé la trame, donc les effets, tout ce qui a été fait d'une manière plutôt plastique et picturale dans les débuts. C'est ça qu'on a appelé l'art vidéo. Voilà, donc c'est une œuvre c'est un terme de genèse, je dirais, d'un médium. Maintenant, l'appellation art vidéo, mais pas l'appellation art numérique. Alors, art numérique, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on redécouvre avec le numérique ce qu'on avait découvert avec la vidéo, et du coup, on définit une catégorie qui ne correspond à rien. À rien. C'est comme si on disait qu'on fait de l'art électrique ou qu'on utilise l'énergie électrique pour travailler. Pour autant, quelles sont les ruptures et les continuités avec l'histoire de l'art? C'est exactement ça. Il y a des continuités, il y a des ruptures, et le travail des artistes consiste, ils interrogent les technologies en tant que les technologies nous racontent quelque chose sur le monde dans lequel nous sommes. Alors, je pense, moi j'ai accroché deux, trois expressions tout à l'heure, parce qu'il faut trouver un fil, en fait, pour essayer de comprendre, ou de comprendre même les pratiques. Hein. Mais là, par exemple, le numérique fait gagner du temps. Hein, vous avez dit ça tout à l'heure. Ça, c'est une chose intéressante. Moi, je ne dis pas que ça fait gagner du temps, je pense que ça en fait gagner et ça en fait perdre. Comme tout ce qu'on gagne, on perd derrière. Donc, les artistes essayent de mesurer ça. Ce que l'on gagne en vitesse, en efficacité, en exemplarité. Il y a des tas de domaines dans lesquels le numérique, évidemment, fait aller plus vite, donne accès à des bases de données, des datas, évidemment très utiles, nous renseigne immédiatement sur, par exemple, les autres artistes, ce que les autres ont fait. Donc très vite, on a une accession à ces données qui sont très importantes et qui font que, alors on va pas plus vite parce qu'on vit pas plus longtemps avec le numérique, que je sache. Nos vies sont toujours à peu près calées sur le même tempo, sur le même format, mais on manipule en effet des objets qui sont des objets temporels aussi. Enfin là aussi on pourrait, et donc on mesure nos propres capacités humaines à l'aune de ces tempo et de ce rapport au temps différent que nous avons avec le numérique. Et je crois que c'est ça qui intéresse les artistes, en plus des questions technologiques. Mais ça, c'est lié à l'industrie. Hein. Comment en effet, une imprimante 3D permet de sortir un objet très rapidement, ou comment les calculs peuvent être faits très, très rapidement, ensuite transformés, traduits en robotique. Mais là, ça continue une histoire qui n'est pas nouvelle, hein, qui est le rapport entre l'art et l'industrie. Puisqu'on parle de la place du numérique dans l'histoire de l'art, hein, et ses rapports art-industrie, Liès, s'il y a un devenir numérique de l'art, qu'est-ce que cet art nous dit sur le monde, sur les technologies en particulier, et précisément comment les artistes s'emparent du numérique, comment est-ce qu'ils se l'approprient? Vous disiez tout à l'heure que c'est un moyen, certes, mais comment est-ce qu'on s'approprie ce moyen? Je le disais tout à l'heure, moi, je vais parler de manière pratique. La façon dont moi je me suis approprié tous ces outils, c'est par exemple cet été, je me suis mis au code. Et donc, il y a plein de sites internet où vous avez des tutoriaux qui, étape après étape, vous apprennent à coder avec différents langages de programmation. Et c'est complètement exhaustif, et voire même abyssal, parce qu'après, vous avez vraiment envie de tous les faire, et c'est assez passionnant. Je me suis aussi mis à l'électromécanique, grâce à des logiciels d'ingénierie. Et là aussi, il y a tout un tas de tutoriaux sur Internet. Donc, en fait, c'est parce que techniquement, j'avais des envies, et il me manquait les connaissances pour pouvoir les réaliser. Contrairement à d'autres, vous êtes un artiste. Est-ce que l'art, justement, permet d'avoir un nouveau regard sur ces outils, peut-être de prendre un certain recul par rapport au code ou ces différents outils que vous utilisez? Je ne sais pas si... je sais pas si ça permet de prendre un nouveau regard. Je lisais un article hier sur ArtPress du groupe Art Orienté Objet. Et en fait, j'ai lu l'article parce qu'en fait, c'était le nom qui m'interpellait. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle aussi le code orienté objet. C'est du code qui permet très concrètement de faire bouger un moteur à un endroit déterminé parce qu'il y a tel capteur de température qui a dit « Ah, il faut que tu bouges ». Et donc, art orienté objet, ça me faisait penser au fait que, justement, moi, je créais des objets sans fonction concrète, c'est-à-dire pas au même titre que
que le design, c'est pas pratique, mais par contre, ça permet des pratiques réflexives, ça permet une critique aussi de l'utilisation usuelle d'autres objets. Et peut-être que c'est là la différence, c'est que finalement, le numérique permet de créer, je ne sais pas comment dire, mais des objets de manière peut-être plus personnelle. En fait, on arrive à vraiment intégrer l'objet, intégrer une fonction et se l'approprier entièrement. Il faut souligner, parce que ce qui est pas évident, c'est que quand on n'a pas vu l'expo, qu'on ne connaît pas le travail de Liès, on n'est pas dans le travail de Liès dans une sorte de fascination pour le numérique. Et c'est ça aussi la différence. Quand un artiste, et je l'espère un bon artiste, en tout cas je le pense dans le cas de Liès, s'approprie un outil, parce que le numérique, ça serait peut-être un autre débat, mais c'est aussi un outil. Ça peut être plus complexe qu'un outil. Et peut-être que le data mining et toutes ces problématiques-là sont plus complexes que le simple outil. Mais dans ce que décrit Liès ici, c'est un outil. C'est-à-dire qu'à un moment, dans l'exposition, on a une pièce qui s'appelle Murmure de miroir, qui a déjà dans son titre une certaine qualité poétique. Murmure de miroir, c'est un bras mécanisé dont le moteur a un pas. Un pas, c'est un mouvement. Hein, c'est comme la seconde sur une horloge. Et au bout sur ce bras, il y a un diamant qui vient graver le miroir. Et cette action crée une sonorité qui est amplifiée de manière acoustique. Il n'y a pas d'amplificateur numérique pour le coup dans la sacristie, et ça crée une sorte de murmure comme ça, très très beau, qui varie en fonction du moment où vous venez voir l'exposition. Mais pour créer cette pièce qui est donc un miroir, une tige en laiton et cette tête qui vient graver le miroir, il a dû programmer un moteur. Et ça passe par des outils numériques. C'est-à-dire que pour régler cette pièce-là, on a passé des heures à ce que Liès recommence le code qui disait au moteur « fais ceci à telle vitesse » et on testait la qualité sonore de ce que ça provoquait. Et là, Liès, il fait ce que j'espère toujours d'un artiste, c'est que l'artiste, c'est celui aussi qui va mettre en critique son propre outil et les outils qu'il utilise. C'est pas quelqu'un qui est dans une fascination béate je dirais naïve par rapport à ces outils. Ce que Liès devait faire là, c'était dire mais en fait ce système est totalement débile parce que je peux le programmer que par pas, comme ça il faut qu'on arrive à trouver la solution rapide, efficace, qui fait que je veux ce son et je veux pas passer ma vie à régler ce moteur numériquement. Et pour moi, l'artiste, c'est aussi toujours celui qui va plier la technologie, l'outil, qui va le contraindre à lui faire dire et lui faire obtenir le résultat artistique qui est supérieur au procédé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Liès, évidemment, il passe par la technologie. Il dit ça lui fait gagner du temps, il disait ça tout à l'heure, ce qui est vrai, mais ça lui fait gagner du temps vers un but qui est le but artistique, qui n'est pas une réponse, mais qui est la question. En fait, il fait tout ce chemin pour arriver à la question. Et c'est pas je résous le problème et ça y est, j'ai fait mon travail. C'est donc toute cette technologie, elle est au service de cet entre-deux qui est l'œuvre d'art, qui est entre vous et moi, qui est cet objet de spéculation qui est entre le spectateur et l'artiste qui l'a créé. D'ailleurs, si je peux rajouter, dans la programmation, de manière très concrète, dans la programmation du déplacement du diamant sur le disque, ce disque parle de la sonde Voyager qui est sortie du système solaire. J'ai indiqué au moteur de faire 299 millions de pas. En fait, c'est le chemin parcouru par la lumière en 1 seconde. Évidemment, pendant la durée de l'exposition, il ne va pas le faire. Et à chaque fois, il avance, mais il n'y arrivera jamais. Vous l'avez compris, il y a une vraie atmosphère sonore en plus de l'atmosphère visuelle. Hein. C'est ça. Et en fait, là, il y avait une subtilité que j'ai fait exprès d'insérer. Un jour, Gaël est venu et je lui ai dit, tu sais, dans le code, j'ai mis ça. Et je voulais. Et c'est parce qu'on en avait parlé ensemble et que je lui avais dit, ce qui m'embête justement par rapport à l'art numérique, c'est qu'il y a l'algorithme qui est caché en dessous. Et il y a même l'algorithme qui est presque déifié. Et je vais m'expliquer. En gros, c'est Google qui va modifier ses algos et qui va donc changer tous les résultats de recherche quand vous allez taper une recherche. Et ça va changer à peu près la face du monde en un instant, en une nuit, en une update, en fait, en une actualisation d'algorithme. Et cette idée de la déification d'algorithme, c'est aussi quelque chose qui était présent dans cette pièce. C'est-à-dire c'est ce qu'on ne voit pas. Par contre, on entend un son, il y a une poésie, il y a une dimension, et il y a un propos, mais l'algo, on ne le voit pas. Et il n'y a que l'artiste qui le connaît, ou celui qui fait le code.
Jacques-François Liès et Gaël le disaient, le numérique est un outil, mais c'est aussi un médium, quelque part. Dans quelle mesure? C'est aussi un médium, et j'ai l'impression que ça s'incarne par le fait que, au fond, dans les exemples qu'on est en train de convoquer, par exemple, ce sont de nouveaux modes de production, et modes de production qui vont être beaucoup plus proches parfois des modes de diffusion qu'on ne le trouvait sur d'autres formes de médiums. Une chose qui a changé prodigieusement, c'est le fait de dire, parfois, le fait d'installer une œuvre, quand on l'installe en ligne, va l'installer directement en présence du public. Donc, vous savez, dans la relation même au public, il peut y avoir ce type de modalité. Mais ce que vient de raconter Liès, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une capacité opacifiante du numérique qui fait que le médium produit une indirection. Il peut même produire une part de magie, une part de mystère qui n'est pas mystérieux, c'est-à-dire que ça se code tout simplement, ça se calcule, et c'est un des paradoxes. La deuxième chose qu'on peut voir là-dedans, c'est un médium, donc l'artiste va pouvoir le traiter comme tel et va pouvoir en faire un sujet de travail comme il va pouvoir le faire de toute forme de médias. Comme à certains moments, il ne va pas utiliser la vidéo comme le ferait quelqu'un qui fait des tournages institutionnels. Donc, il va avoir un regard par rapport à ça. Et puis, c'est un médium, c'est-à-dire que derrière ça, on va supposer que vont s'installer des formes d'expérience qui vont être des formes d'expérience particulières. Si je reviens sur quelques préjugés qu'on peut avoir en tête par rapport à l'art, le numérique, etc. Moi, il y en a quelques-uns qu'on commence à éclairer. L'un d'entre eux consiste à dire le numérique, c'est du virtuel. Dans le petit texte de présentation de l'exposition, vous écrivez par exemple, en fait, le travail de Liès s'affranchit du white cube, du cube blanc muséal, et c'est un paradoxe parce que on constate que le virtuel, c'est un peu ce cube blanc muséal classique de la galerie ou de la salle de musée, et que par les dispositifs qui sont convoqués, et notamment parce qu'on est in situ, parce qu'il y a une installation dans un lieu, on arrive à sortir de là. La deuxième chose, c'est qu'on a pensé que le numérique déterritorialisait. Or, au contraire, tout un ensemble de dispositifs numériques, pas tous, nous renvoient à des lieux bien physiques, bien incarnés, et parfois nous permettent d'être en relation plus directe avec le lieu. C'est pas automatique. Dans certains cas, au contraire, notre relation à des lieux va être tellement médiatée par le numérique qu'on va avoir une difficulté d'expérience au lieu. C'est-à-dire qu'on va être tous derrière, par exemple, dans nos vies quotidiennes, nos appareils GPS qui vont nous empêcher de comprendre les distances, nos appareils photo numériques qui vont nous empêcher d'être dans la relation à l'autre, nos appareils de communication, etc. Et donc, c'est pas le numérique dans un ensemble fictif qui va créer une présence ou une absence au lieu, c'est la mise en place de certains dispositifs numériques qui va favoriser ou défavoriser une relation plus forte au lieu. Et de la même façon, on a pu supposer que le numérique dématérialisait. Et pendant des années, c'était quasiment synonyme, numérique dématérialisé, etc. Là, on est en présence d'un travail qui raconte l'inverse. On va trouver ici et là des travaux. Moi, je pense à des artistes comme Albertine Meunier qui va rematérialiser les petits points de la carte sur Google en objets métalliques. On va trouver ici et là quelques artistes qui, au contraire, vont utiliser le numérique pour ses capacités. L'humain au centre, en fait. Et qui recréent une expérience physique à partir de capacités de modélisation et de duplication numérique Puisque vous parlez de dématérialisation, je voudrais parler de la question de la conservation, parce qu'on l'a bien compris, Françoise Parfait, ça n'a pas de sens de parler d'art numérique. En revanche, quand même, l'arrivée du numérique, elle bouscule. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle absolument, elle bouscule un certain nombre de choses. Elle bouscule la question de la conservation, de l'archivage des œuvres. Elle bouscule la question du statut de l'œuvre avec le statut d'original ou le statut de copie. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont l'arrivée du numérique bouscule certains standards? Oui, il faudrait prendre quelques exemples. Moi, j'en connais un qui est la collection vidéo du Centre Pompidou, par exemple, qui était une collection donc vidéo sur support analogique dans un premier temps, avec des formats assez larges. Et puis,
Après, simplement pour la question de la conservation, parce que pour les œuvres aussi, il se passe d'autres phénomènes. Et puis la collection a été, enfin, on a demandé à tous les artistes de produire une bêta numérique. Hein, excusez-moi, c'est un terme un peu technique, mais parce qu'il s'est avéré que, et ça continue d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un support magnétique numérique, mais magnétique, assurait la pérennité des œuvres, parce que le problème, c'est que le code aussi, enfin la numérisation sur fichier, alors sur DVD, n'en parlons pas, mais sur fichier n'est pas complètement pérenne non plus. Donc l'objectif d'un musée, c'est quand même de conserver en l'état l'œuvre telle qu'elle a été produite au départ, ce qui est très très problématique. Et enfin, bon, donc toute la collection est numérisée, donc et on en est d'ailleurs à un moment où on se demande, enfin, s'il faut encore des spécialistes au sein du musée pour s'occuper de ces collections-là. Mais la deuxième question qui rejoint ce dont vous parliez avant, c'est que si la vidéo elle-même ou l'image est numérisée, l'image fait partie souvent d'un dispositif beaucoup plus complexe qui relève, lui, de la sculpture ou de l'architecture. Et donc, l'artiste propose, avec ce fichier numérique, bien sûr, un cahier des charges qui engage de la construction et en fait de l'interprétation à chaque fois que l'œuvre va être sortie des archives, enfin des caves, enfin des lieux de conservation. Donc voilà, ça c'est une double chose. Hein, c'est que l'image c'est une chose, mais l'image vient à l'intérieur d'un dispositif qui est souvent très matériel, voilà, parfois très monumental et dont le coût d'ailleurs est souvent plus important que l'image elle-même. Donc ça c'est une question. Alors après il y a comment dire, le problème de l'obsolescence des machines. Et ça, c'est pas le numérique qui l'a créé, c'est que l'obsolescence des logiciels, on le voit, ça s'accélère depuis un certain temps. Là, cette semaine, on a fêté les 20 ans d'Anarchive, qui est une collection de DVD-ROM au départ, consacrée à des grands artistes de l'art électronique, on dirait. Les premiers, c'était Michael Snow, Muntadas, la Fujiko Nakaya, et il a été fait des études sur toutes les techniques et tous les logiciels qui ont été nécessaires pour produire sur 20 ans, hein, juste sur 20 ans. Et les premiers ne sont plus lus, on ne peut plus les lire. Donc on est en train sans arrêt, alors là, la maintenance, c'est qu'il faut des techniciens, il faut des informaticiens maintenant, pour essayer de trouver des équivalences, de traduire, de recopier les informations autant que possible telles que l'artiste les a souhaitées. Parce que là encore, il y a toujours une question d'interprétation. Quand Nem June Paik fait des installations avec des téléviseurs qu'il va récupérer à droite, à gauche avec des tubes cathodiques, c'est sûr qu'on n'en trouve plus des tubes cathodiques. Donc à un moment donné, il a fallu fixer ces œuvres qui étaient des œuvres performées, puisque l'artiste venait régler des choses lui-même sur place, et il a fallu trouver des équivalences. Donc en fait, ces œuvres technologiques très 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 complexes demandent des réinterprétations. C'est un peu comme l'art moderne en fait. Je pensais à des réflexions de Gropius sur le cube blanc justement, le cube blanc du Bauhaus. Il faut l'entretenir. Si on le peint pas, si on le repeint pas en permanence, c'est une ruine précoce en fait. Donc je pense que les œuvres aussi, plus elles sont technologiques et plus il faut d'abord que l'artiste soit très précis dans ses cahier des charges. Je crois que ça c'est très important parce qu'après le talent ça va consister à traduire ce premier projet qui est l'œuvre en fait, à le traduire avec la technologie qui est à disposition. Même si après les historiens font un travail de raconter l'histoire depuis le début. C'est-à-dire au début il y avait des téléviseurs complètement voilà. Et puis après au final on arrive à un écran plat ou bien alors on construit un décor, en fait. On voit bien ce que le numérique change pour l'artiste, pour l'historien d'art. Gaël, qu'est-ce que le numérique change pour les collectionneurs, pour les commissaires d'exposition, ça vous connaissez bien, et pour le public de manière générale? Alors, je pourrais dire presque un mot sur ma propre pratique de commissaire, parce que moi, j'ai un tic tout à fait numérique, c'est que, sauf là dans le cadre de l'IAS, parce qu'il était bien plus évolué que moi dans ce domaine, mais c'est que généralement, je modélise moi-même mes expos à l'avance en 3D,
pour me rassurer, pour les visiter. Donc j'ai différents outils à ma disposition. Ça vous est propre, cette technique, ou beaucoup de commissaires d'exposition je sais pas si on est nombreux à faire ça, mais enfin, de toute façon, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qui se faisait, enfin, ou ce que certains certainement continuent à faire. Ce qui m'arrive aussi parfois de faire, c'est de créer des maquettes, des lieux, parce que bon, les gens croient parfois que les expos montent comme ça s'accroche comme ça, et hop, on fait le vernissage. Évidemment, c'est un travail assez complexe en amont, notamment spatial, qui recoupe le travail entre l'architecte et l'historien, ou bon bref. Et donc il faut trouver des outils qui nous font gagner du temps, pour aller dans le sens de ce que dit Lies, aussi pour qui disparaissent pour le coup là. Et je veux dire, il n'y a aucune trace de ce travail préalable dans l'exposition. Donc dans ma propre pratique, j'utilise des outils numériques, mais on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, il se passe dans le courant du XXe siècle, il y a une diffusion, notamment, enfin une diffusion mondiale des influences artistiques, beaucoup plus qu'avant. Et à une vitesse prodigieusement plus élevée. Par exemple, on sait que le groupe Gutai au Japon va avoir des photos de l'expressionnisme américain et qui vont se positionner par rapport à ça, que des revues vont circuler. Voilà, c'est pas numérique à ce stade, mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, c'est presque ridicule de parler de ça, puisque effectivement, où que vous soyez, à partir du moment où vous avez un accès à un ordinateur, vous avez accès à une information, où qu'elle soit, et donc il y a une espèce d'omniprésence de l'information où qu'on soit. Et ça change beaucoup la donne, parce que on a vu, moi en tant que commissaire, il m'est arrivé de découvrir des artistes, évidemment, avant tout sur Internet ou sur leur site Internet, bien avant de découvrir leurs œuvres ou de découvrir ou de les entendre parler. Et évidemment, il y a comme ça une espèce d'immédiateté de la disponibilité de l'ensemble de l'information, et on revient évidemment à l'information, qui dans nos milieux a une énorme influence sur la collection d'art, sur l'émergence des artistes, sur le fait de se rendre visible. Et mais là, ce serait un autre débat, une autre émission, les plateformes qui le permettent, comme YouTube, comme Facebook, qui permettent d'aller à la rencontre d'un public sans passer par ce qu'était la case d'institution ou ce qu'était la Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, en mai-juin 2012, il y a eu une exposition un peu particulière, une exposition entièrement virtuelle qui était baptisée Print Fiction, et qui a permis d'entrevoir les enjeux de la conservation de l'art numérique. Elle était évidemment ouverte jour et nuit, puisque sur Internet, elle n'existait dans aucun lieu réel, sauf sur votre écran d'ordinateur, et les œuvres exposées étaient des créations virtuelles sur le thème de l'imprimé fictif, et on pouvait les voir en se promenant dans un environnement semblable à celui d'un jeu vidéo. Jacques-François Marchandy, qu'est-ce que vous inspire ce type d'initiative, et quelle est la place du spectateur dans un environnement comme celui-là? En fait, une des choses qui change, dès lors que les formes de l'exposition, les formes de l'œuvre elle-même changent dans leurs limites. Vous parlez de 24 heures sur 24, par exemple. Gaël vient de parler au fond d'une diffusion mondiale. On est confronté. Les questions que Françoise posait à l'instant autour de la conservation, ce sont les œuvres elles-mêmes qui changent. C'est-à-dire que c'est la condition même de certaines œuvres qui se retrouvent transformées. On l'a vécu depuis pas mal d'années avec le fait de comprendre, pour le livre ou pour le texte ou pour la musique également, que les formats auxquels nous étions habitués, dans lesquels les artistes produisaient, les écrivains, les musiciens, étaient des formats industriels. On sort de la nécessité absolue de respecter certains formats codifiés, on va dire, de l'industrie de l'exposition. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des environnements nouveaux qui apparaissent. La question est de savoir si ces environnements nouveaux sont des environnements partagés. Si ces environnements nouveaux sont dans des sphères communes, sont dans des sphères qui vont permettre une communauté ouverte, par exemple, autour de relations à l'œuvre, relations assez pratiques, etc., ou qui, au contraire, vont fabriquer des entre-soi. En fait, une chose qui s'est passée très souvent depuis des années, à chaque fois qu'on a convoqué des dispositifs artistiques et des dispositifs d'exposition un petit peu ambitieux et un petit peu costaud techniquement, c'est qu'on a fait des dispositifs périssables. On a fait des dispositifs où, très souvent, le mécène technologique mettait à disposition sa dernière technologie du moment, d'une façon complètement fermée et opaque, et puis on était tout content de pouvoir utiliser ça en environnement muséal, etc. Et puis, au fond, 2 ans après, elle n'est plus au goût du jour, au revoir. Le fait de travailler en communauté ouverte change tout en la matière. Et donc j'ai l'impression qu'on a cette difficulté de dire est-ce que
tel dispositif est adapté à tel moment, à telle exposition est jetable, et dans ce cas-là, j'ai un petit problème avec ça. En tout cas, ça pose question, ça mérite qu'on se pose la question. Ou est-ce qu'on va arriver à avoir une continuité de rapport à des œuvres présentées en environnement muséal? Au fond, l'histoire du 24 heures sur 24 veut aussi dire qu'on peut faire une expo qui dure des décennies, à condition d'être dans des dispositifs techniques qu'on va savoir maintenir et entretenir et faire évoluer. Ce qui nécessite peut-être que ce ne soit pas une personne toute seule ou un acteur industriel tout seul qui les maîtrise. Alors, puisque vous avez parlé à l'instant de mécène technologique, je voudrais citer l'exemple d'un mécène qui est Microsoft. Je me tourne vers vous, Lies. Pourquoi vers vous? Parce que Microsoft vient de lancer la première édition d'un concours qui est destiné aux étudiants des écoles d'art. Et l'objectif de ce concours, c'est de récompenser la meilleure création numérique. Alors, on peut aussi évoquer le Google Art Project. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser d'un système où Google fait appel à des artistes, parce que c'est le principe, sous réserve qu'ils utilisent les moyens que Google choisit? Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue sur ce type d'initiative. C'est intéressant comme initiative, mais moi, avant de participer à ce genre de concours, j'aurais tendance à regarder les membres du jury du concours. Si Gaël, vous venez, c'est ça? Oui, c'est ça, clairement. Gaël prend le risque de prendre un jeune artiste qui fait de l'art numérique. C'est très rare. Hein. C'est parce que c'est vraiment un risque. Est-ce que l'installation sera pérenne? D'ailleurs, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a typiquement une des pièces qui part vraiment du lieu, dans l'idée du titre de l'exposition « Tout est parti d'une colonne ». C'est des immenses roues en polystyrène qui sont au niveau formel le pur négatif de la colonne, ce qui fait qu'elle s'emboîte parfaitement sur ces colonnes. Et donc, il y a un dispositif mécanique qui font qu'elles tournent. Alors, en dehors des autres propos, elles sont en polystyrène et elles sont directement sur les colonnes d'un édifice qui a été bâti au XIVe siècle. Et là, l'exposition va durer 4 mois. Mais dès que l'exposition est finie, moi, je prends ça, puis je le mets dans un atelier où les Bernardins les conservent, mais elle n'existera nulle part d'autre. C'est une pièce vraiment in situ. Et ce qui se passe très concrètement dans cette pièce, c'est que cette roue qui est en polystyrène, et on commence déjà à le voir, et donc je vous invite à aller voir la dégradation des roues qui est progressive. C'est-à-dire sur les tranches, comme c'est de la pure mécanique, le polystyrène commence à neiger, à s'effondrer, à se détruire et à être marqué par les colonnes. Juillet, si j'ai bien compris. Voilà, jusqu'en juillet. Quand vous parlez de risque, c'est le risque que la mécanique... Voilà, c'est ça. Il y a le risque de la mécanique, oui, c'est sûr. C'est les choses tombent en panne ou pas. Je croise les doigts pour que non, mais en tout cas, il y a de la maintenance qui est nécessaire. Puisque vous parliez des colonnes, c'est vrai que, je le rappelle, l'expo a été vraiment conçu spécifiquement pour ce lieu. Et alors, on parle de la façon dont vous avez articulé ces machines autour des colonnes. Mais vous avez également souhaité, tirer parti de la tombe du moine Gunther sur laquelle, vous le disiez, tout le monde marche sans se rendre compte que c'est sa tombe, pour là aussi la mettre à l'honneur. Il y avait aussi une dimension spirituelle dans cette installation-là? Oui, clairement. Il y avait une dimension spirituelle puisque en fait, on marche sur une tombe, on l'utilise comme un gong. Comme le disait Gaël plus tôt, cette tombe a été faite j'ai mis en fait le dispositif, donc qui est une espèce de marteau qui est aussi formellement, il évoque les satellites, il évoque aussi le cylindre d'un moteur de voiture, donc d'un moteur à explosion, ou même la pompe d'extraction de l'essence. Et donc ça, c'est pas des exemples qui sont gratuits. Je veux dire, c'est aussi pour dire que c'est fait pour se référer à une technologie qui semble hyper... dans le dernier des moteurs BMW, vous allez avoir une explosion. Une explosion, c'est rien d'autre que du feu qui se propage à très haute vitesse. Je veux dire, c'est hyper sommaire comme technologie si on y pense concrètement. Et donc, c'est ce paradoxe-là encore d'une fausse hyper-technologie, et donc l'idée de l'humilité aussi par rapport à cette technologie. Et donc, on l'a positionné avec Gaël parce que c'était aussi une réflexion qui est... Parce que ça peut choquer les gens, éventuellement. Et on l'a positionné sur cette tombe très précisément parce que c'est une amplification. En fait, il y a un caveau, et le caveau fait caisse de résonance. Et on n'avait aucun autre meilleur son qu'à cet endroit-là. Donc on sent, et parce qu'en fait le son, donc c'est un pilon de bois qui tombe, et en tombant d'à peine 2 cm, donc en fait il abîme absolument pas la dalle qui est en plus une réplique de la vraie dalle qui est en dessous et qui est en pierre. Donc c'est une réplique, c'est en résine.
et ben, en tombant d'à peine 2 centimètres, il crée une vibration qui se propage vraiment dans tout le lieu. Et c'est par la vibration qu'on voulait mettre en avant le lieu. Mettre en avant le lieu pour des publics. Françoise Parfait, quand on parle de public, on parle d'accessibilité. Vous avez tendance à dire que les digital natives, dont certains de vos étudiants, sont plus réceptifs à cette on ne va pas l'appeler art numérique, parce qu'on a compris que ce n'était pas l'idée, mais enfin, en tout cas, par l'utilisation du numérique dans l'art. On sur cette question d'art numérique. Voilà, après chacun, je pense qu'on dans un moment, on n'utilisera plus ce terme-là, où on reviendra au travail d'artiste, qui travaille avec ses outils et les outils du moment. Donc, mais cela dit, je pense qu'il y a de l'art numérique, parce qui n'a rien à voir avec ça. Il y a des artistes qui se définissent comme étant des artistes du numérique, qui produisent des images numériques, des images numériques. Sur la question de la réceptivité des publics. Oui, de la réception. Voyons comment dire les choses. Une des formes qui a aidé à produire le numérique, c'est ce qu'on appelle l'interactivité, qui est le geste premier de l'usage d'un ordinateur, avec une interface, une souris. Donc les artistes ont disons que depuis que ces outils sont en place, l'interactivité est devenue un petit peu généralisée, c'est-à-dire mais une interactivité qui avait déjà été pensée avec les artistes avant. Disons que ça s'est généralisé, c'est-à-dire le fait que quand un spectateur, un usager d'un musée rentre dans une pièce interactive, il va devoir, d'une manière ou d'une autre, interférer avec l'œuvre pour la valider. C'est une vieille histoire, ça n'est pas vraiment lié au numérique, mais cette idée que, et c'est à la remise en question de l'auteur aussi, et de l'auteur de l'artiste Démiurge, qui signe tout seul son œuvre, tout ça, ce sont des choses aussi qui ont évolué, de la même manière que le statut même du spectateur a évolué au fur et à mesure du XXe siècle, parce que les artistes proposaient de plus en plus d'œuvres dans lesquelles le spectateur avait disons, une part d'action, mais aussi une part d'imaginaire, une part de construction de l'œuvre. C'est une œuvre partagée très souvent. Donc ça, c'est une chose que l'on retrouve souvent et qui révèle une interaction en fait entre l'œuvre et l'artiste. Est-ce que finalement, je vous interromps, c'est pas l'objet qui est important, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt la démarche artistique et comment le spectateur perçoit la preuve là, tout ça est très complexe. Non, l'objet, un artiste peut vouloir. Enfin, moi, je trouve cette exposition remarquable parce que, en fait, c'est une mécanique. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai senti tout à l'heure. C'est une grande horlogerie en fait qui est en place avec plusieurs éléments, des tempos différents, des engrenages. Ça cite complètement à la mécanique, qui renvoie aussi à la Renaissance, et au moment où on a inventé tous ces outils magnifiques. Et tout ça est fait avec des outils numériques. Donc voilà. Alors ça, l'artiste, il va se situer là. Est-ce que je montre, est-ce que je montre pas? Est-ce que je montre le code et c'est valide? Est-ce que je cache le code? Ça, depuis la Renaissance, on sait, on cache le dessin derrière la représentation. Donc ça, les artistes, voilà, il faut savoir qu'on est dans une période dite postmoderne, j'aime pas non plus ça, mais les artistes sont absolument libres de mettre en avant ou pas leurs outils, leur mode de construction, le dispositif dont ils se sont servis, et le numérique n'a pas grand-chose à voir avec ça. Voilà. Simplement, le numérique est utilisé par tout le monde parce que c'est le seul moyen d'avoir accès à l'information. Et puis, voilà, on parlait du cinéma tout à l'heure, mais le cinéma, c'est pas parce qu'il est fait en numérique qu'il est moins conventionnel que les séries télé, les séries télé encore, disons qu'un certain cinéma conventionnel. Donc, c'est pas le numérique qui va changer les choses. C'est la manière dont les artistes, les créateurs, les auteurs vont pousser, en effet, dans les retranchements, cette technologie pour lui faire dire autre chose et pour aider à constituer des formes nouvelles. Il y en aura des formes nouvelles avec le numérique, mais il y en a beaucoup qui sont très, très vieilles, très, très, très vieilles, et qu'on feint de redécouvrir, voilà, parce que c'est fait avec du numérique. Donc, il faut faire le distinguo, en fait, entre tout ça. Mais c'est vrai que les jeunes gens, enfin, moi, j'ai des étudiants qui ont
entre 20 et 28 ans, quelque chose comme ça. Ils ont quand même un accès, je trouve, au numérique très très aisé. Ils se posent pas la question de savoir s'il faut, est-ce qu'on peut emprunter ou pas les images. Ils vont chercher les images, point. Il y a 20 ans, on n'allait pas chercher les images. D'abord, on les trouvait pas. Et après, il fallait trouver les distributeurs. Et puis après, on savait pas trop bien est-ce qu'on pouvait les utiliser, comment. Bon, maintenant, c'est devenu, c'est ça que je veux dire. Hein, il y a une habitude, enfin, dans cette nouvelle génération qui ne s'embarrasse pas de questions qu'on pouvait se poser avant. Mais je ne suis pas sûre qu'au niveau de l'art, à part les artistes qui travaillent vraiment sur le code, hein, qui cherchent des idées, c'est très conceptuel, ça, qui cherchent une esthétique dans la codification, et il y en a. Mais sinon, pour le reste, je veux dire, ça change un peu les outils, ça change à la marge, ça change quelquefois un certain nombre de formes, mais pas massivement. Le travail de l'artiste, ça va toujours être le même. Hein, cette fragilité de la relation au monde, comment on fait émerger une forme qui va questionner. Vous parliez de la Renaissance, il y a effectivement un clin d'œil à Léonard de Vinci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment est-ce que vous avez envie de réagir en 2 minutes, malheureusement, parce que cette émission touche à sa fin, et sur cette fragilité qu'évoquait peut-être à l'instant Françoise Parfait, et sur ce qu'elle a dit sur les artistes et leur approche? Je pense qu'elle a totalement raison par rapport à en fait, c'est des questions ontologiques, c'est des questions métaphysiques qui priment, qui importent dans la création. C'est la fin, c'est vraiment ces partages-là. Quand vous dites métaphysique, de quel point de vue? De quel point de vue? Du spectateur comme de l'artiste. C'est des questions qui sont partagées, je crois. Qu'elles sont... En tout cas, mon installation, par exemple, il y a une chose que je m'impose, c'est presque que ce soit un peu ludique. C'est-à-dire que ça crée une fascination pour créer une entrée aussi. Parce que c'est ce que permet le numérique, c'est une certaine fascination, de temps en temps, via certains médiums. C'est le cas, en tout cas, ça génère une certaine fascination, je vous confirme. Alors je rappelle que cette exposition, votre exposition liée à Samadouche, qui est intitulée « Tout est parti d'une colonne », est actuellement exposée au Collège des Bernardins, et ce jusqu'au 5 juillet prochain. Et comment dire, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet très différent. On va parler du sujet du vieillissement, puisque le vieillissement pathologique est statistiquement... Comment ? C'est le même sujet. C'est le même sujet, peut-être, une façon de voir les choses, on pourrait en discuter. Le vieillissement pathologique est statistiquement minoritaire, la vie s'allonge, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans notre société, la retraite est souvent perçue comme une pré-sortie de la vie. Alors pourquoi et comment est-ce qu'il faut changer le regard que nous portons sur le vieillissement? Quelle place nous offrons aux personnes âgées dans la société française? Ce sera l'objet de notre prochain débat au Collège des Bernardins, auquel, je le rappelle, pour nos téléspectateurs et auditeurs, vous pouvez venir assister sur place dans le 5e arrondissement de Paris, au Collège des Bernardins. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'être venus nous écouter. Bonne soirée à tous.